Bonjour, bienvenue sur Babel Web Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons savoir comment afficher des custom post-it dans un widget. Et plus particulièrement, on va créer un widget qui affiche les derniers biens immobiliers. Donc cela fait référence au précédent tutoriel où on voyait comment créer un custom post-it de type IMO. Et puis on lui avait ajouté des champs personnalisés et après on avait appris à les afficher dans des templates. Alors aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à la création d'un widget et pour ce on va pouvoir afficher les derniers biens immobiliers dans notre widget. Alors le plan va être le suivant. D'abord globalement de savoir comment fonctionne un widget. Donc un petit rappel très succinct sur la différence entre un widget et un plugin. Ensuite, nous verrons des exemples de widgets déjà existants pour les PT. Donc ce sera plus une présentation, savoir qu'ils existent, mais nous, ce n'est pas le cas qui nous intéresse, puisque nous voulons créer le widget et apprendre à programmer un widget plutôt que d'utiliser déjà des widgets existants. Donc pour ce faire, on va regarder la classe WP Widget de WordPress, donc du noyau de WordPress, puisque c'est sur cette base-là que nous créons n'importe quel widget sur WordPress. Donc à partir de là, on va voir comment on crée notre propre widget. Et enfin, on va le faire par rapport à une étude de cas qui sont donc nos biens immobiliers qui ressemblent aux derniers articles récents, les derniers articles parus. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir les derniers biens immobiliers récemment parus aussi sur le site. Donc, juste pour rappel, les plugins et widgets, c'est des programmes prêts à l'emploi. Bon, ils ajoutent ou améliorent des fonctionnalités à votre site. Alors les plugins sont vus comme des extensions de WordPress et répondent à des besoins spécifiques, donc de type e-commerce, référencement, cache, tout ce qui est autour de traitement du contenu des articles, ajouter des informations dessus ou pas. Les widgets, eux, affichent des informations spécifiques, la plupart du temps dans des barres latérales, donc les sidebars. À titre d'exemple, on peut avoir les articles récents, articles les plus lus ou les mieux appréciés. Ça peut être aussi à partir de menus personnalisés, par exemple, avoir une liste de catégories ou un calendrier d'événements, enfin voilà. Alors ici, là, j'ai mis 3 liens vers des widgets donc, qui correspondent à l'affichage de custom post-it, qui peuvent être très sophistiqués, très riches en termes de paramétrage. Donc je laisserai les liens sur le site, vous pourrez cliquer dessus pour voir si cela vous intéresse. Mais comme je l'ai dit précédemment, ici nous allons étudier les widgets depuis le corps de WordPress plutôt que d'aller voir des plugins déjà existants. C'est en règle générale un bon réflexe à prendre pour ceux qui veulent apprendre à programmer et à bien coder WordPress. C'est la meilleure des façons que de partir depuis le code d'origine de WordPress. Donc nous allons faire ce petit exercice là ensemble. Pour pouvoir créer un widget, il faut partir de la classe WP Widget. Alors si on parle de classe WP Widget, je suis obligé de faire un petit topo, un petit brief très succinct sur la programmation orientée objet et qui implémente donc les classes et les objets. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la programmation orientée objet, je fais juste un petit récap qui est loin d'être exhaustif et qui est très vulgarisé. Donc une classe, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet de regrouper des propriétés et des méthodes. Et les propriétés, il faut voir ça comme les variables et les méthodes comme des fonctions. L'avantage, c'est qu'on peut regrouper tout ça à l'intérieur d'une même entité, qui est une classe. Alors on distingue deux choses. On distingue en programmation orientée objet, on distingue la classe de l'objet. L'objet, c'est l'instanciation de la classe. Alors ça veut dire quoi? Grosso modo, une classe définit un cadre abstrait, d'accord? Et un objet, c'est un cas concret. Donc la classe, par exemple voiture, aura
pour deux objets, par exemple, une Peugeot 404 et une Citroën 2 chevaux, par exemple. Et puis là, on pourrait avoir le descriptif propre à cet objet qui serait, par exemple, la cylindrée de la voiture, par exemple. Voilà. Donc, j'en dis pas plus sur la distinction entre classe et objet. Il faut en rester là. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est largement suffisant. Alors, il faut quand même aborder une autre notion que la notion d'héritage. Donc, une classe peut être étendue en une autre classe. Donc, les sous-classes auront le même profil que la classe mère. Alors, toujours un exemple, toujours par rapport à ma classe voiture, je peux avoir quelque chose de très générique qui est ma classe voiture. Et puis ensuite avoir des sous-classes qui va reprendre le schéma général de voiture, mais qui va ensuite pouvoir utiliser soit propriété, soit méthode spécifique, par exemple pour les voitures utilitaires ou les voitures de tourisme. Par exemple pour les voitures utilitaires, on pourrait savoir l'espace que peut stocker cette voiture, qui n'est pas forcément très intéressant pour une voiture de tourisme, ou qui serait simplement cantonné à son coffre. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'on va voir que tous nos widgets en fait sont des extensions d'une classe WP Widget qui existe dans WordPress. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de cette notion d'héritage. Alors on va voir un peu plus maintenant comment est constituée la classe WP Widget. Évidemment c'est une présentation succincte. On abordera ça plus en détail lors du tutoriel. Donc ce qu'il faudra retenir dans un premier temps, c'est que la classe WP Widget a trois méthodes, donc trois fonctions, qu'on appelle la surchargée, parce que quand on va définir notre propre widget, il va falloir pouvoir définir les spécificités de notre widget qui ne peuvent pas être celles d'une classe plus généraliste. Donc ces trois méthodes à surcharger sont widget, update et form. Donc le widget, en fait, la méthode widget permet d'afficher le contenu spécifique de notre widget, donc côté front-end, donc sur notre site. Mais avant de pouvoir afficher, on doit pouvoir le paramétrer en lui indiquant un certain nombre d'informations, à savoir par exemple le titre, le nombre d'articles qu'on veut, etc. Donc pour pouvoir afficher ces informations et les mettre à jour, on utilise deux méthodes. La première, c'est form pour créer le formulaire avec les champs correspondant aux paramètres du widget, et update qui se charge de faire la mise à jour en base de données. Et puis il y aura d'autres méthodes dont on aura besoin. Construct qui permet de faire la création de notre objet widget. Donc cette fois-ci, ce sera ce qui permet de faire l'instanciation au moment de la création de l'objet. GetFieldName et GetFieldID, ça permet de récupérer le nom et l'ID du champ. Donc on verra ça aussi plus en détail. Alors si on veut créer un nouveau widget, on peut consulter aussi la doc API Widget qui nous donnera aussi un ensemble d'informations là-dessus. Et nous on va directement partir sur créer une classe qui étend la classe WP Widget d'origine de WordPress. Ensuite on enregistrera cette classe de widget avec la fonction register underscore widget. Et puis on l'initialisera, c'est-à-dire que on fera démarrer le widget avec un hook d'action widget underscore init. Alors le hook d'action, ça fera certainement l'objet d'un tuto à part entière évidemment. À savoir qu'en fait, pour pouvoir se raccrocher au corps de WordPress, WordPress a mis à disposition un certain nombre de hooks. Donc qui est un terme anglais pour dire crochet, et en fait ça reprend bien l'idée, la notion de vouloir se raccrocher au noyau de WordPress. Donc tous nos développements qu'on veut mettre ajouter aux spécificités de WordPress, du coup on utilisera un hook d'action. J'en dis pas plus, c'est pour être très long à pouvoir détailler tout ça. Donc nous dans notre cas présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre gestion immobilière de biens.
Donc l'idée c'est d'afficher les derniers biens immobiliers avec au choix avec ou sans les prix, l'intégrer donc dans la sidebar du thème, et puis donc tout ça fait à partir en s'inspirant du widget article récent. Alors pour en savoir plus, en plus de tous les liens que j'ai mis, il y a deux références importantes dans le code. Donc dans l'arborescence de WordPress, on sait qu'on a trois dossiers, WP Admin, WP Content et WP Include. Et donc dans ce WP Include, vraiment le noyau de WordPress qui est programmé. Donc on aura deux classes à regarder, qui sera la classe WP Widget. Et ensuite, dans le sous-dossier Widget, on aura la classe WP Widget Recent Post pour les articles récents. Donc voilà, avec ça, vous savez à peu près tout de ce qu'on a abordé sur notre tuto. Alors dans un premier temps, je vais vous faire voir le résultat final, parce que c'est toujours bien de savoir où on va. Alors on aura créé donc un CPT widget qui va faire donc l'affichage des custom post-it dans un widget. Une fois que ce CPT widget sera activé, nous verrons que ici dans widget, apparence widget, nous aurons notre widget qui apparaîtra ici et qu'on pourra faire en glisser-déposer dans notre barre latérale ici. Donc ça c'est un point important, c'est que le widget s'insère dans une barre latérale. Alors là, je liste en fait tous les CPT que je veux. Et en fonction de celui que j'aurais choisi, je lui attribue un titre. Alors bon, dans notre exemple, c'est pas très significatif dans la mesure où j'ai qu'un seul CPT. Mais dans le cas où vous auriez plusieurs CPT, vous serez possible de créer plusieurs widgets et puis de sélectionner le CPT que vous voulez. Donc là, j'ai choisi mon CPT IMO, puis je dis en titre de mon widget les derniers biens immobiliers. Le nombre d'articles à afficher, donc ça sera 2, mais je peux augmenter, afficher ou sans le prix. Donc là, il suffit d'enregistrer, et quand on retourne sur mon site principal, qu'est-ce que je vois apparaître ici? Les derniers biens immobiliers. Donc si par exemple j'augmente ici 3 et que je décide d'enlever le prix par exemple, je fais enregistrer. Et si je rafraîchis ma page d'accueil, on voit bien que le nombre de biens immobiliers est passé à 3. Et cette fois-ci sans l'affichage de leur prix associé. Très bien. Donc ça c'est notre résultat final qu'on veut faire. Et on voit que par rapport à ce qu'il y a ici, donc les articles récents, nous sommes très proches. Donc on va s'inspirer de ce code-là pour voir comment on fait de la programmation d'un widget. Bien. Alors de la même manière, côté administratif, on remarquera que entre cette présentation-là et cette présentation ici, il y a de nombreuses ressemblances. Donc on va adapter le code des widgets articles récents pour le mettre ici. Alors dans un premier temps, on n'abordera que cette partie-là, et puis ensuite on verra comment on peut étendre ce widget de manière beaucoup plus générale et à faire en sorte que il puisse s'adapter à tous vos custom post-it. Très bien. Alors comment on aborde le sujet? Donc c'est ce que je vous disais, c'est que il y a une classe qu'il faut qu'on regarde en premier lieu, donc ça sera celle qui est dans WP Include, classe WP Widget. Donc on voit bien ici que c'est la classe de base de WordPress qui demande à être étendue pour pouvoir enregistrer de nouveaux widgets. Alors ça c'est un premier point. Donc ici vous voyez qu'on a 7 propriétés. Donc le fait de désigner là en termes de mots-clés pour la programmation objet, donc c'est la classe pour définir qu'on définit une classe, tout comme on pourrait utiliser function. Donc là c'est classe, on lui donne le nom. Donc ça sera notre nom de référence, puisque c'est WordPress qui l'a désigné comme ça. Les majuscules comptent, donc c'est case sensitive.
Et donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de propriétés. Et ensuite, on voit la liste des méthodes qui est utilisée par cette classe-là. Donc, j'ai volontairement replié toutes les fonctions et tous les commentaires pour pas trop surcharger le code et rester à l'essentiel. Donc ça, pour commencer, quand on veut s'intéresser à du code, c'est une manière assez simple de pouvoir commencer l'étude d'un programme. Donc j'ai laissé quand même ces petits commentaires parce qu'elles nous indiquent des informations importantes, et donc c'est ce dont je vous parlais dans la présentation. Il nous dit qu'il y a 3 fonctions membres, d'accord. Donc ce sont ces méthodes qui peuvent être surchargées par des sous-classes. Donc le widget, update et form. Et on voit que ici il y a un certain nombre de paramètres. Ces paramètres, si on veut avoir une explication, on déplie le petit commentaire au-dessus et on voit ce que ça fait. Donc dans la première partie, widget, qu'est-ce que ça fait? Il fait une description de la fonctionnalité de cette méthode. Donc ça affiche le contenu du widget. Donc les sous-classes devront surcharger cette fonction pour générer leur propre code, ce qui va de soi, puisque lui, au départ, il ne peut pas tout faire. Donc c'est selon nos besoins qu'on agira. Et puis ça prend 2 paramètres, donc args et instance. Donc ça affiche des arguments incluant before title, after title, before widget et after widget. Donc ça, nous verrons où c'est déclaré exactement. Et puis l'instance du widget, donc ce sont les paramètres pour l'instance particulière du widget. Donc une instance de widget, ça veut dire quoi? Je vais revenir sur mon interface admin. Ici, là, j'ai un widget, on va dire, abstrait. Et puis là, j'ai une instanciation de cette widget-là pour dire, là, j'ai une instance particulière. Et si j'en mettais un deuxième, par exemple, hop, ici, j'aurais une deuxième instance. Donc, tout ceci permet de définir sur quelle instance je suis. Alors je reviens à mon code. Et donc, je vais pas faire toutes les fonctions, ça serait long et fastidieux. Mais il faut retenir que on a quand même ces 3 fonctions-là. Le construct, qui est toujours le moment où on instancie donc notre classe au moment où on va la déclarer. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a repéré un peu ça, donc on voit qu'il y a les 2 autres fonctions ici et les 2 autres méthodes qu'on veut utiliser, getFieldName et getFieldID. Et puis ça nous permet de voir qu'est-ce qui serait intéressant éventuellement à utiliser à partir de cette classe-là. Alors maintenant on va voir là le widget correspondant à Recent Post, donc les articles récents. Donc on voit que lui, c'est une classe donc qui lui donne un nom et qui étend la classe WP-Widget. Donc ici, on était bien sur la classe WP-Widget. Et donc, lui, il va hériter de tout ça. Puisque c'est une extension, il va avoir toutes ses fonctions et toutes ses propriétés, toutes ses méthodes et propriétés pour rester dans la nomenclature propre à la programmation orientée objet. Mais certaines des propriétés vont être ce qu'on appelle surchargées. Donc, on reconnaît ici notre construct, widget, update et form. Très bien. Donc, nous, comme c'est quelque chose qui est assez proche de ce qu'on veut, donc il va falloir qu'on modifie des petites choses, mais elle nous paraît très proche. Donc, du coup, on peut s'inspirer, on peut faire un copier-coller de cette histoire-là pour la mettre dans ce qu'on va appeler ce BWP, donc pour Babel Web Plugin, CPT pour Custom Post-it et Widget pour Widget. Dans un premier lieu, il faut pouvoir faire la construction de l'objet. Et puis ensuite, il faut qu'on démarre depuis l'interface administrative pour dire, voilà, je veux que cette forme s'inscrive quand je serai dans l'interface administrative. Donc grosso modo, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un copier-coller de ça, ici, et puis le mettre dans mon CPT widget. Donc en fait, on le mettra
ici. Et on fait un copier-coller grosso modo de tout ça. Et puis on a la structure, mais on aura quelque chose de strictement identique pour l'instant aux articles récents. Alors là, je dois faire un petit point intermédiaire qui est en fait sur la description de votre plugin widget. Donc ça marche de la même façon pour l'un ou l'autre. Ici, vous voyez, on a une zone de commentaires qui est très importante. Donc il faut bien respecter cette ponctuation et on l'a déjà auparavant vu pour par exemple les thèmes enfants. Alors ici, nous avons le nom du plugin et donc on va lui donner un nom particulier, donc l'URL, le descriptif, donc ça c'est important. Il faut quand même versionner pour si on veut faire évoluer et savoir dans quelle version on est. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura ici? J'ai procédé à une localisation, c'est-à-dire que toutes mes phrases vont être en anglais. Si je veux publier sur WordPress par exemple, il faut que l'environnement soit en langue internationale, donc l'anglais. Et je vais faire une traduction pour pouvoir le franciser. Donc il faut que dans ma programmation de mon plugin, je prévois les problèmes de localisation. Bien, donc si je fais tout simplement ça, donc pour l'instant on ne voit pas cette partie-là, je l'aborderai dans un second temps. Qu'est-ce que j'ai fait ici à titre de précaution? Je regarde si la classe est déjà existante. Auquel cas, si elle était déjà existante, je ne fais rien. Pourquoi? Ça, c'est pour éviter des conflits éventuellement avec un autre plugin qui aurait utilisé les mêmes acronymes, par exemple, ou les mêmes noms de classe. Donc ça me permet de faire des conflits avec d'autres plugins, ou peut-être même d'anciennes versions de mon plugin qui seraient devenues obsolètes. Donc c'est plus une garantie d'intégrité. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à la place d'avoir mis widget récent post, là je vais faire bwp cpt widget. Voilà. Alors en considérant que j'ai fait tout ça, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien je vais voir apparaître dans mes extensions mon cpt widget ici, et on voit que ce nom-ci et le descriptif ici, plus la version, l'auteur et le détail, correspondent aux informations contenues dans le paragraphe commentaire. Donc ici on a le nom, ici j'ai l'auteur, le lien qui correspond, le lien qui correspond au plugin, etc., etc. Le descriptif et compagnie. Donc vous voyez que ici tout apparaît dans l'interface admin. Donc je l'active, d'accord, et normalement dès que je l'ai activé, je vais faire voir apparaître dans widget, ici cette partie là. Il me suffira simplement de glisser déposer ici. Donc là je vais faire la simulation en entier. Ah oui, alors avant il faut quand même que je précise une chose, c'est que où je vais mettre donc mon dossier, mon fichier en question. Et je vais donc ici, je vais mettre là, donc là je suis donc mon WAMP, d'accord, W, Babel Web Tutorial. Je vais dans Content Plugin, donc W Content Plugin. Et puis ici, je crée mon dossier WCPT Widget. Et moi j'aime bien répéter le nom du plugin avec le nom du fichier PHP. Et puis là, j'aurai mon dossier langue avec mes traductions. D'accord? Voilà où ça se positionne. Et donc, une fois qu'on aura fait tout ça, tout ira bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ça. Et puis, je vais faire la démarche de création.
Alors je vais faire une petite pause pour sauvegarder tout ça, pas que je perde tout mon travail, et puis je reviens vers vous. Ok, donc ici j'ai bien supprimé mon plugin, on ne voit plus le BWCPT widget. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon WP Include, et puis je vais dans Widget, et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? J'affiche donc le widget Recent Post, d'accord? Je fais ça. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement copier ceci, copie, j'ouvre un nouveau dossier, et cette fois-ci, hop, je fais CTRL S, et donc je vais me mettre dans Plugin. Je vais créer un dossier correspondant à mon nom de mon plugin, donc BWT CPT widget, et je vais reprendre le nom spécifique à ça. Donc, F2, je fais un copier coller et je rajoute ici un point PHP. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que il faut quand même que je rajoute un PHP ici pour que ça soit bien reconnu. Et donc là, j'ai tout ce qui correspond à mes fonctions que je dois réécrire. Alors, pour l'instant, je vais tout remettre fermé. Hop, voilà. Donc ici, comment je vais l'appeler? Le nom de mon plugin. Je vais l'appeler de ce nom-là. Donc je fais bien une classe BWP CPT widget extend WP widget. Alors il faut que je fasse plusieurs choses. Il va falloir que je fasse un bloc commentaire. D'accord? Donc je crée mon bloc commentaire. Donc là je fais des copier-coller hein, pour que ça soit plus rapide. Donc ici le point le plus important au niveau terme de syntaxe, c'est que là, comme on est en anglais, il n'y a pas d'espace entre les deux points et le nom. Et c'est important, sinon il ne sera pas reconnu comme détection. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon commentaire, j'ai bien mis à jour ceci. Maintenant, je vais quand même prendre une petite sécurité. Je vais voir si cette classe existe déjà. D'accord? Donc là, hop, pour être tout à fait bon en tabulation, je fais ça, et voilà. Donc là, cette fois-ci, je fais CTRL S. Et donc, si je reviens sur mon interface administrative, je rafraîchis, j'ai bien mon CPT widget qui apparaît ici. D'accord? Donc, j'active mon plugin CPT widget. Voilà, activé. Et maintenant, je vais dans Apparence widget. Et dans les widgets, je ne vois rien apparaître de mon widget. Donc, il faut que je revienne sur mon code source. Et donc, quand je reviens sur mon code source, je vois déjà que la fonction construct, donc le fait de construire mon widget, reprend les données du widget que j'ai copié, qui sont les derniers posts parus, les posts récents. Donc là, il va falloir que je mette à jour ces paramètres-là. Donc, bon, là, c'est un nom de classe, la description. Ici, ça va être le nom de mon widget. Ici aussi pareil. Donc, je vais mettre à jour tout ça. Et ça va se passer de la manière suivante. C'est que là, je vais mettre mon BWCPT widget. Donc ici, ça va être mon identifiant. Ensuite, il y aura un petit descriptif. Et en règle générale, je vais mettre ça. Donc là, pour ce widget là, je dis que c'est le widget pour les custom post-it. Et puis comme c'est une traduction, je vais dire que mon domaine de localisation est ici. Je reviendrai plus tard là-dessus. Ensuite, là, il faut que je donne aussi la description. Donc ça va être ce point-ci. Hop.
Donc display the constant post-it in the widget, pareil. Et il me reste, me semble-t-il, ce dernier point que je vais remettre ici, qui est le nom de mon widget. Voilà. Je fais CTRL S. Et là, je sais que je vais construire un nouveau widget avec sa propre entité. Est-ce qu'il va apparaître? Donc on voit que il n'apparaît pas. Donc là où intervient ce fameux hook qui permet de raccrocher le code qu'on est en train de faire à WordPress. Donc ça se passe de la manière suivante. Je reviens sur mon code. Ici, après ma classe, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis donc par rapport au crochet d'action, donc le hook d'action widget init, d'appeler cette fonction que j'appelle register bwmp cpt widget, qui est donc définie ici et qui utilise donc une fonction. Donc cette fonction permet de faire l'enregistrement de ma classe, qui est une classe étendue de WP Widget. Donc elle est enregistrée et elle va s'initialiser au moment où cette action-là va être déclenchée. Donc c'est dans le processus que WordPress a en place de manière automatique et va pouvoir à ce moment-là pouvoir rattacher mon code au cœur fonctionnel de WordPress. Donc ça donne quoi sur mon interface admin? Voilà. Donc ici on voit que j'ai mon custom post-it widget qui apparaît, et donc si je le mets ici, hop, je vais voir apparaître donc la forme qui est l'équivalente de celle-ci pour les articles récents. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner un titre. Donc là c'est dernier bien immobilier. Et puis je fais enregistrer. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de mon site cette fois-ci? J'ai les derniers biens immobiliers, mais correspond cette fois-ci à la sélection des derniers articles récents. Donc il va falloir que je modifie mon code en fonction de ces deux choses. D'abord ici, je ne veux pas la date, mais je veux savoir si j'affiche le contenu, le prix ou pas. Donc pour ça, il suffit de revenir dans ma forme. Et on voit qu'ici, j'avais le titre, le nombre de postes et le show date. Et donc moi, je ne vais pas appeler ça le show date, je vais appeler ça le show price. Donc mon show price, il va remplacer ici. Et du coup, il faut... donc là, on voit que... Donc là, que fait cette fonction? Donc il regarde si dans le paramètre qui est passé ici, c'est l'instance. Donc ça veut dire ce sont tous les paramètres qui sont stockés pour ce widget. Donc à savoir son titre, son nom et son prix. Donc si le titre a été défini, dans ce cas-là je l'affecte. Et puis là je fais une séquence d'échappement pour pouvoir bien mettre en forme mon titre. Et sinon, je ramène rien. Si il a un nombre, je ramène ce nombre. Sinon, par défaut, il prendra la valeur 5. Et de la même façon, s'il a le show price, je regarderai le show price. Sinon, par défaut, il sera faux. Ensuite, je construis mon formulaire qui se traduit en règle générale par un paragraphe constitué d'un libellé et d'un input, ou d'un checkbox dans ce cas-là. Donc ici, je vais laisser le titre et le nombre, parce que ça c'est ce qui m'intéresse, et puis je vais rajouter mon show price ici, à la place du show date. Donc mon show price, je le sélectionne, et puis il faut que je le remplace là où il faut. Tac. Donc chaque fois que je vais voir show date, hop,
je fais mon show price. Et c'est ici, cette fois-ci, je vais pas faire display date, mais display price. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, c'est notre input, la classe checkbox, type checkbox, à savoir s'il est checké. Ensuite, il fait donc l'ID et le name. Et on voit que ici, il utilise le getField ID et le getField name avec le nom de mon IBLE que j'ai précisé ici. Et il va transformer automatiquement tout ce qu'il faut pour que tout soit bien géré par WordPress. Donc vous voyez qu'en termes d'adaptation de code, c'est relativement simple, puisque déjà tout est déjà pris en compte par WordPress. Le this là, c'est pour dire on est dans notre objet sur lequel je suis à l'heure actuelle. Et le parent ici, ça permet d'aller voir la fonction correspondante à la classe mère, et donc ici à la classe WP Widget, et d'aller chercher la fonction de la classe mère plutôt que d'aller chercher cette fonction ici dans ma classe fille. Voilà. Donc là, je vais faire une sauvegarde et puis je vais revenir sur mon admin et je vais réafficher donc mon widget. Et là, on voit bien qu'il y a le display price, le nombre d'articles affichés. Donc là, je vais mettre display price. Je vais faire enregistrer. Et là, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi? Alors là, c'est ici au niveau du update. Là, on a fait construire notre forme, mais dès qu'on clique sur le bouton enregistrer, on va faire la mise à jour en base de données. Donc, je reviens cette fois-ci sur mon code et je ne m'intéresse pas non plus à la forme, mais cette fois-ci à l'update. Et l'update ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Les anciennes valeurs stockées en base de données et les nouvelles valeurs issues de la validation du formulaire dans l'interface administrative. Donc là, j'ai plus de show date, j'ai plus qu'un show price. Et donc, il me suffit de remplacer ici. Et donc, qu'est-ce qu'il regarde? Il met d'abord dans l'instance que je veux sauvegarder l'ancienne. Et puis, je regarde pour title, number et show price. Et puis, je récupère celle des nouvelles instances. Et puis, formate ça à la bonne forme. Et puis, je retourne cette instance pour dire c'est ces valeurs-là que tu dois récupérer, que tu vas mettre en base de données. Pareil, c'est WordPress qui prend tout ça en charge à l'intérieur de son noyau pour pouvoir s'occuper de ça. C'est pas à nous de s'en occuper. Donc là, pareil, je sauvegarde et je reviens dans mon interface administrative. Cette fois-ci, je vais rafraîchir quand même pour qu'on s'y retrouve. Et puis cette fois-ci, j'ai bien mon display price qui est affiché. Donc je fais enregistrer, et on voit bien qu'il réaffiche bien le nombre de choses. Et ici, si je diminue, alors je vais plutôt diminuer, eh bien, il prend bien ces valeurs. Alors concrètement, qu'est-ce que je vais voir afficher? Effectivement, il me prend bien en valeur le nombre de postes à afficher, mais il n'affiche pas le prix parce que c'était pas dans ce qui était prévu ici, dans le widget qu'on a copié. Et donc cette fois-ci, maintenant, il va falloir que je m'intéresse au fait de savoir comment je vais afficher mon contenu. Alors, mon contenu, il se situe dans cette fois-ci dans la fonction widget. Alors cette widget là, en fait, il fait quelque chose d'un peu complexe quand on n'a pas l'habitude d'utiliser WordPress, de programmer WordPress, mais finalement c'est relativement simple. Donc il récupère des arguments, j'en parlerai plus tard, et puis toujours de notre instance. Donc notre instance, ça va être toutes les variables qu'on aura remplies dans notre interface administrative, donc à savoir le titre, le nombre et le display price. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans l'instance.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va récupérer le titre à partir de l'instance. Donc si l'instance n'est pas vide, ben, il va récupérer l'instance. Il va me dire recent post. Donc là, je vais lui mettre plutôt comme défaut recent custom post type. D'accord. Et puis là, bon bah, il va appliquer un filtre, donc je laissais tomber ça pour l'instant. Ensuite, le nombre, pareil, bah, s'il est vide, s'il n'est pas vide, il va retourner ce nombre, sinon on prend la valeur 5. S'il n'y a pas de nombre, eh ben, il va afficher la valeur 5. Donc cette fois-ci, on va pas faire de show date, mais de show price, d'accord? Show price. Show price. Donc soit le show price est initialisé, dans ce cas il reprend sa valeur, sinon par défaut ça sera la valeur fausse. Et alors c'est là où ça nous intéresse, parce qu'en fait qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va ce qu'on appelle faire une nouvelle, un nouveau query sur WordPress, à savoir d'aller chercher tous les posts qui sont publics et dont le nombre de postes à rechercher correspond au nombre qu'on a passé dans notre formulaire. Donc ça va chercher les 5 derniers postes, très bien. Et puis qu'est-ce qu'il fait ensuite? S'il trouve des postes, eh ben, il va faire la boucle while. Donc on voit que ça fonctionne un peu comme dans les templates, sauf que là ça va pas être la requête principale, c'est nous qui créons la propre requête qu'on veut mener sur les articles. Alors on voit ensuite ici qui construit en fait le résultat final, qui est donc à savoir le before widget, donc qui est une instruction, le before title encadré, le title encadré avec le before ou le after title, et puis ensuite il va parcourir chacun des postes, d'accord, qui va être le résultat de cette requête, et puis il va construire avec une liste, d'accord, donc une liste non ordonnée, et ensuite il va faire les listes items, avec donc des choses qu'on a déjà pu voir dans nos templates, à savoir un lien vers le permalien en récupérant le titre, et puis ensuite à savoir si on fait un show date, donc nous ça sera un show price, d'afficher le prix. Donc show price, ici je vais mettre post price, et puis là ça sera non plus comme on avait pu voir dans nos templates précédents. Donc il me semble que c'était dans template part content single imo. Si je voulais récupérer son prix, et je faisais un get field price, d'accord. Et plus exactement, ici je faisais un echo number format 18n, donc pour formater la chaîne de caractères, le prix, le nombre plutôt, qui correspond au prix. Donc je reviens ici, et cette fois-ci je vais non pas afficher la date, mais je vais afficher donc mon get field correspondant à mon prix. Donc voilà, et le after widget pour clôturer donc le bloc du widget. Alors bon, pour l'instant ça va pas nous donner grand chose, parce qu'il va toujours taper dans les articles, dans les articles de type post. Donc il faut qu'on rajoute quelque chose ici dans les requêtes du new query. Donc pareil, ça fera l'objet d'un tuto spécifique. Là c'est plus une ébauche de voir comment on peut travailler autour de ça. Comme on peut pas aborder tout d'un coup, on va le faire étape par étape. Pour l'instant, je vous demande de me croire sur parole. Donc je duplique cette ligne, et en fait ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre en fait, lui indiquer, c'est pas tout à fait les postes simples que je veux, mais c'est un certain type de poste. Donc je vais mettre poste type, pardon, je reviens ici, donc je vais mettre poste type, et puis ici, donc je vais tabuler comme il faut, et puis là je vais lui préciser que je veux les types IMO. Hop.
Et donc là, on va voir ce que ça nous donne déjà comme histoire. Si je rafraîchis cette fois-ci, puisque là j'ai plus besoin d'être dans la partie administrative, puisque je travaille sur le widget, et là, eh ben, il m'affiche bien la maison de luxe, appartement grand standing, donc il vient bien me chercher mes deux derniers biens immobiliers. Donc je vais augmenter par exemple 3, et puis je vais faire display price. Le display price ne marche pas a priori. Donc là, le nombre de maisons de biens immobiliers apparaît bien, mais j'ai pas mon prix qui apparaît. Donc on va revenir sur mon code. J'ai oublié l'écho ici. Donc effectivement, si je fais pas d'écho, bah, ça va pas s'afficher. Erreur classique. Et donc cette fois-ci, normalement, ça devrait apparaître. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi la monnaie, la devise. Donc je vais mettre un espace non sécable et puis la valeur euro. Je sauvegarde, je reviens sur... Décidément, j'ai du mal. Donc c'est le et non-breakable space. Et là, normalement, tout va aller bien. Donc si je reviens ici et que je décoche cette partie-là, je fais enregistrer. Et là, ça marche très bien. Alors vous remarquerez ici que dans ma base de données, si je vais dans WP Options et que je vais à la fin, mais que je trouve donc widget BWPCP widget, ici j'ai quelque chose qui est sérialisé, donc on va dire des données correspondantes à mon formulaire et les paramètres de mon widget qui a été compressé, d'accord. Et puis on voit bien ici que j'ai un show date et puis un show price qui apparaît. Donc pourquoi? Parce que j'ai modifié entre temps mon widget. Donc ce que je peux faire, c'est effacer ce widget là et puis refaire un enregistrement et de voir automatiquement ici quelque chose de beaucoup plus propre. Donc les biens, le nombre et le show price. Et ici, on voit bien que c'est un booléen à valeur 0, donc pour false. Je vérifie ici. Si je mets à enregistrer, et bien cette fois-ci, qu'est-ce qui va apparaître? Hop, mon booléen va passer à 1 ici. Donc tout fonctionne bien. Et si je réaffiche ici, voilà, les choses apparaissent bien. Donc ce qui me reste à faire maintenant, donc ici j'ai pas fini, le WP Reset Post Data en fait, c'est que comme on a la boucle principale, le query principal de WordPress qui tourne et notre boucle spécifique, et ben tout simplement on lui dit dans ces cas-là, remets tout bien en ordre pour faire revenir sur la boucle principale pour pas être sorti du processus dans lequel tu étais. Voilà, donc en fait, on a vu qu'en termes d'adaptabilité, c'est relativement simple. Alors il y a plusieurs choses dont je veux parler. C'est ce before widget, after before title, after title et after widget. Donc ça, ce sont les arguments qui sont passés à la fonction widget. Alors comment ça se traduit ça exactement? Donc je vais faire un F12 pour avoir Firebug. Et puis je vais me pointer directement donc sur mon widget ici, voilà. Donc ici on a cette section et puis on a un certain ID avec widget et puis ici on voit qu'on a widget recent entries qui devrait pas exister d'ailleurs. Donc je vais revenir sur mon code et puis ici j'ai widget recent entries, donc c'est pas ce que je veux, donc je vais mettre plutôt ce descriptif là. Hop, B, je fais CTRL S et cette fois-ci je vais rafraîchir de l'autre côté. Et là j'ai bien mon BWTCPT widget, d'accord. Et puis ici j'ai un H2 widget et un. Donc ce qui me permet de vous dire que ceci va caractériser le before widget, ça
le H2 va être défini dans le before title, la fin du H2 dans le after title, et puis le fin de section dans le after widget. Donc ces paramètres là où c'est qu'ils sont définis en fait, parce qu'on veut peut-être vouloir les modifier, etc. Et ben en fait on se souvient que notre widget est défini dans une sidebar, et ces paramètres là sont définis dans les paramètres de la sidebar. Alors nous, pour rappel, on avait utilisé un thème enfant, ici on avait utilisé un thème enfant qu'on était Babel. Dans Babel Web, on n'a pas défini de sidebar, on a simplement utilisé les sidebars déjà existantes dans le thème par défaut 2016, donc 2016. Et si on regarde dans Function, et bien à un certain moment, on va voir qu'il y a des sidebars qui sont définis. Voilà. Donc ce serait ici que on a le register sidebar, et on voit que dans la description, ben, il y a plusieurs choses qui apparaissent comme paramètres. Donc le nom, ok, l'ID, d'accord, la description, et puis ces 4 paramètres before, after, widget, before, after, title. Et on voit bien ici qu'il y a les sections qui apparaissent et les H2 qui apparaissent. Et c'est ça qui va définir donc la façon dont on va pouvoir définir nos widgets. Et on voit que pour chacune des sidebars, donc ici j'ai 1, 2, 3 sidebars, une qui s'appelle barre latérale, l'autre contenu en bas, numéro 1, et contenu en bas, numéro 2. Et dans notre interface administrative, ça correspond à ces 3 barres là, ces 3 sidebars ici. Et donc ici on est bien sur la première barre, et donc ça correspond bien à notre code ici qui est register sidebar array name sidebar. D'accord? Et donc on a bien ces 4 définitions before, after, widget, title. Bien. Alors, nous, on voulait faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. C'est que on voulait pouvoir choisir donc notre paramètre, notre custom post-it plus exactement. Donc cette fois-ci, il faut que je revienne dans forme. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse apparaître en fait? Bah, c'est que j'affiche en fait la liste sous une forme de menu déroulant, la liste de tous les CPT qui me sont qui sont propres à mon thème tel que je l'ai défini là. Alors au niveau de ma forme, je vais me mettre juste après donc show price. Je fais un grand copier-coller pour pouvoir aller plus vite et surtout pas faire de faute de frappe. Et donc là, qu'est-ce que je vais définir? Ben, je vais définir donc mettre ça d'équerre. Et donc je vais définir un CPT, d'accord? Bon, donc soit le CPT est déjà existant, et dans ce cas-là, je le renvoie, sinon non. Et puis en fait là, j'ai une fonction sur WordPress qui me permet d'aller chercher tous les types de postes. Et puis il prend un tableau en argument, et ce tableau il est ici. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de me prendre tous ceux qui sont publics et tous ceux qui ne sont pas des custom titres déjà créés, préfabriqués, préconstruits par WordPress. Alors qu'est-ce que nous avons comme custom post-it déjà prêt par WordPress? Je vous le rappelle au passage, ça sera donc les posts, les pages, les menus de navigation, les révisions et les fichiers, donc l'attachment. D'accord? Donc tout cela je ne le veux pas parce que je ne vais pas pouvoir construire. Si je les voulais, je les mettais à trou, je verrai ça apparaître. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends get post et il va me renvoyer la liste des post-it que j'ai dans un fichier, dans un tableau qui va s'appeler CPT. Et puis si ce CPT est supérieur à 0, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un libellé. Donc je vais le prendre de la même façon, je vais le construire
sur la même façon que ce qu'il y avait précédemment ici. Donc je fais un écho avec le getFieldID CPT et puis un label. Et ensuite je vais faire mon select. Donc là pareil, je fais un ID et un name avec le getFieldID et le getFieldName, d'accord, avec le CPT. Je fais une première option pour dire bah voilà, choisissez une option et puis comme valeur nulle. Et puis après je vais parcourir tous mes CPT, puis je vais les stocker dans le post-it. Et puis si ce post-it c'est la même chose que ma valeur CPT que j'ai stocké, dans ce cas là je vais sélectionner le selected à true, sinon ça sera à false. Et puis je vais afficher mon option, d'accord. Et puis bah là je vais mettre sa valeur, et puis ensuite je vais faire si c'est selected ou pas, et puis le post-it. Et puis je mets la fin de mon select, et enfin je finis avec mon endif. Alors là je vois que j'ai deux points d'interrogation. Donc cette fois-ci c'est bon, donc je vais pouvoir l'afficher. Si je l'affiche, ça veut dire qu'il faut que je le sauvegarde. Donc de la même manière ici, en termes de sauvegarde, je vais mettre mon CPT. Bah là grosso modo qu'est-ce que je fais, comme ça va être aussi un champ, bah, je résume ici par CPT et là par CPT, et ce sera suffisant. Alors donc là je vais récupérer une valeur qui va être CPT, et cette fois-ci ce CPT là il faut que je le récupère au niveau de mon widget pour savoir quel type de poste je veux afficher. Donc là pareil, je vais faire un CPT qui reprend la même chose que mon title en fait. Là je regarde mon CPT, je le récupère à savoir est-ce qu'il est vide. S'il n'est pas vide je mets ça, sinon bah, je le mets à vide. Si ce fichier si ce CPT est à vide, dans ce cas là j'ai rien à voir, puisque de toute façon je pourrais pas aller chercher les CPT correspondants. Donc si j'ai pas de CPT sélectionné, ça veut dire que bah, je ne vais rien faire. Et puis bah, mon post-it cette fois-ci va plus être un IMO, mais il va être la valeur de mon CPT. Et donc cette fois-ci, je reviens sur mon interface admin. Qu'est-ce que je vais voir apparaître? Mon custom post-it qui va être changé. Et cette fois-ci, on a bien une option. Donc si je fais enregistrer comme ça, normalement, il n'a pas de CPT de sélectionné. Donc, il ne va rien m'afficher. On voit que mon widget ne retourne rien. En revanche, si je sélectionne un de mes CPT, en l'occurrence j'en ai qu'un seul, je fais enregistrer, et cette fois-ci on devrait voir apparaître tous les IMO. D'accord? Alors, je revenais à la forme, d'accord, et que je changeais ce built-in là en vrai à la place de false, qu'est-ce que ça me donnerait? Au niveau de mon interface administrative, je rafraîchis, je déclenche, choisissez une option, et là je vois que j'ai les post page et attachment qui apparaissent, parce que ceux-là sont publics. Si je n'avais pas sélectionné l'option publique, est ici, si je l'avais mis à false par exemple, et ben j'aurais eu le menu de navigation et les révisions. Donc par exemple, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autres exemples ici? Ben, je vais prendre les pages, je vais faire enregistrer, et qu'est-ce que ça va me faire apparaître? Et ben en fait ça va être apparaître les dernières pages, donc ça correspond aux pages de WooCommerce en fait. Voilà, de la même façon, donc là le display price n'a plus vraiment d'intérêt, donc il faudrait harmoniser un peu plus mon widget, mais voilà. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur ça et dire ici mettre à false pour pouvoir bien disposer mes CPT comme je l'entends. Donc je rafraîchis F5, je reviens ici et cette fois-ci je tape IMO, enregistrer, je vais même mettre les prix, et puis cette fois-ci je vais rafraîchir et là voilà. Alors, évidemment quand j'avais la page j'aurais dû changer aussi les dernières pages ou les pages les plus récentes, etc. D'accord. Il me reste à aborder un dernier point qui est en fait la gestion de la traduction.
Alors pour la gestion de la traduction, il va falloir faire deux choses. Un, générer un fichier PO, donc celui-ci. Donc on arrive à créer avec PO Edit, qui va aller chercher donc toutes les phrases qui sont reconnues dans le plugin à être traduites et qu'ensuite vous pouvez traduire. Alors juste pour vous faire voir à chaque fois, Alt Enter. Donc là ça permet de traduire, de paramétrer le fichier de traduction. Et là ça permet de mettre, il doit chercher les expressions dans quel dossier. Et ensuite j'ai ajouté ici, donc il suffit de faire nouvel élément et puis on tape deux underscore et underscore E qui correspondent en fait à mes fonctions PHP que j'utilise, plutôt WordPress en PHP, que j'utilise ici et que je donne donc la phrase à traduire et ensuite le nom, le nom de domaine qui correspond à un autre fichier qui doit aussi être traduit, qui donne les traductions. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce travail-là, donc on l'a stocké dans un dossier qui s'appelle par exemple lang, d'accord. Donc on est bien dans mon plugin BWCPT widget lang. On a fait ça. Quand on a sauvegardé, il a donné une version compilée qui est le .mo. Et il me reste encore une dernière chose pour faire en sorte que ça puisse être traduit. C'est qu'il va falloir lui donner justement le domaine de la traduction. Et donc là, je vais faire encore un petit copier-coller que je mets à la fin de mon plugin. Et qui correspond donc encore à un nouveau que d'action. Donc quand tu vas me charger les plugins, et j'ai une fonction qui s'appelle WCPT widget text domain, donc c'est celle-ci, et qui va dire tu vas aller me chercher le fichier de traduction qui se trouve dans le dossier de mon plugin et le sous-dossier qui s'appelle lang. Voilà. Donc là je sauvegarde. Et quand je reviens sur ma page, normalement administrative, cette fois-ci, je devrais avoir la traduction qui va être faite. Et donc ici, mon widget pour les types d'articles personnalisés, un fichier type d'article personnalisé dans un widget. Et puis mes traductions, le display price ici n'apparaît pas bien comme il faut, mais on voit que j'ai bien mon CPT, mon titre, mon nombre à afficher, etc. Alors mon display price, pourquoi il n'apparaît pas? C'est que j'ai dû faire une erreur. Donc mon display price, il apparaît donc cette fois-ci dans mon formulaire, on est bien d'accord. Et à un certain moment, j'ai un label ici qui est Show Price, Display Price, et j'ai pas donné ici le domaine de traduction, donc il faut que je le rajoute, qui en fait j'utilise le même nom que le nom de mon plugin. Et donc avec ça, cette fois-ci, si je vérifie bien que mon display price affiché prix est bien traduit, donc pas de problème, normalement quand je rafraîchis ici, je devrais voir la traduction de display price en afficher le prix. Voilà. Donc cette fois-ci, on a tout bien fait correctement. Alors j'ai dû encore aller un peu vite pour faire une vidéo qui soit un peu courte, mais bon, ça a des avantages et des inconvénients. Alors ce qui est important de retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est qu'en fait on peut facilement retrouver les choses à faire quand on regarde le code source, en tout cas pour les widgets, de voir ce qu'il faut faire. Donc on a vu, il y avait 4 fonctions à surcharger, comme on dit en programmation orientée objet. Donc le formulaire qui me permet de faire le formulaire qu'on a vu du widget dans l'interface administrative.
La fonction update, la méthode update qui permet de mettre à jour donc ces paramètres du widget qu'on a mis dans le formulaire. Le widget qui permet d'afficher le contenu qu'on veut afficher. Et construct pour pouvoir faire l'instanciation du widget. Donc voilà, il y a très peu de choses qui ont été changées par rapport au widget d'origine. Évidemment, si je voulais mettre beaucoup plus de paramètres, etc., ça pourrait être complexifié. Ensuite, pour que notre widget soit reconnu, nous avons un hook d'action qui s'appelle widget init, et pour nos domaines de traduction, on a le plugin loaded qui nous permet de pouvoir faire le chargement du fichier de traduction. Voilà. Pour rappel, l'entête de votre fichier est très importante parce que c'est lui qui permet de donner tout le descriptif de votre plugin ou widget dans les extensions de l'interface administrative. Donc ici, extension installée. Voilà. Donc ici, c'est PT widget. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu d'important aussi, c'est que tout ce qui concerne les before, after de widget ou title correspond au moment où on enregistre notre sidebar. D'accord? Puisqu'un widget s'intègre dans une sidebar, ce qui est défini en amont du widget, c'est la sidebar, donc c'est elle qui va donner comment on structure les différents widgets dans cette sidebar. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et appris des choses, et au plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à me contacter sur le site et à télécharger le code source. Au revoir, à la prochaine.